Marc Debocor, bonjour et bienvenue sur BlockX. Marc, tu es aujourd'hui cofondateur de Finovox, donc un logiciel de détection de faux documents grâce à l'IA. Tu as eu déjà des expériences au préalable dans la blockchain dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours, s'il te plaît? Bonjour Pierre, et écoute, merci pour l'invitation. Avec plaisir pour te présenter un peu mon parcours. Déjà, je vais te présenter ce que je fais aujourd'hui et ce qu'on fait chez Finovox. Donc, Finovox, c'est un outil de détection de faux documents. Donc, de façon très simple, tu nous envoies n'importe quel document, une facture, une fiche de paye, un devis, un cabis, n'importe quoi. Nous, on va l'analyser avec différents algorithmes d'IA et dire que bah, tu as rajouté un zéro là, que tu as changé la date, que tu as modifié différents éléments. Et on met ça à disposition de différentes entreprises, notamment des banques, crédits à facturage, assurance. Et j'ai co-créé cette société avec deux copains il y a 3 ans avec pour but de réduire les fraudes sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs et on est basé à Paris. Donc ça, c'est pour ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que ce qui nous intéresse principalement, c'est plutôt ce que j'ai fait avant ou qu'est-ce qui m'a amené là. Je pense que je peux revenir d'un point de vue peut-être chronologique sur comment je suis arrivé dans la blockchain et remonter en fait jusqu'à Finovox. On va faire le schéma un peu inverse. Les premières interactions que moi j'ai pu avoir avec la blockchain, ça a débuté, je dirais, en 2012, où j'ai acheté mes premiers bitcoins pour pouvoir acheter des trucs sur Internet, pour pouvoir découvrir un peu ce que c'était. Et à l'époque, ça ne valait pas grand-chose. Je ne sais plus très bien combien, mais ça ne valait pas grand-chose. Évidemment, comme tout investisseur de 2012 qui se respecte, j'ai complètement perdu mes identifiants. Et, euh, et voilà, je ne sais pas du tout où ils sont. Mais à la suite de ça, je me suis déjà rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était quelque chose d'intéressant. J'ai lu le white paper du Bitcoin qui m'a mis une claque. Ce sont les 9 pages les mieux écrites que j'ai vues. Tout le monde, voilà, si vous cherchez un cadeau pour Noël pour moi, vous me les imprimez, vous me les mettez dans un cadre. Et ces 9 pages-là du white paper sont magnifiques. Voilà, je suis un petit peu rentré là-dedans petit à petit. La suite de ça, quand j'étais au lycée et au début de mes études, avec un copain, on a installé un logiciel qui en fait minait du Bitcoin. Donc on faisait tourner ce logiciel-là sur certains ordis à l'école, ce que je déconseille à tout le monde de faire, ce qui est illégal, mais je ne m'en rendais pas forcément compte à l'époque. Je faisais plus ça pour me marrer parce que j'avais pas une bonne connexion Internet chez moi. Et en fait, on a installé ça sur plusieurs ordinateurs. On mettait un logo transparent qu'on avait modifié du coup pour ce logiciel-là. Et ça nous permettait de gagner quelques euros en Bitcoin du coup à l'époque. On a vite arrêté au bout d'une semaine quand on a dû gagner et qu'on était très fiers, peut-être 30 euros en Bitcoin l'équivalent. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas top, un peu illégal. Mais bon, ça nous a bien fait marrer et c'est une autre interaction que j'ai eue en tant que premier mineur. Donc voilà, ça devait être 2012-2013, un truc comme ça. À la suite de ça, moi j'ai quelques autres expériences où en fait petit à petit je suis allé toujours un petit peu plus loin dans ma découverte sur cet univers-là qui m'a toujours fasciné. J'ai été node holder pour Storj et en fait un des premiers node holders en 2017. Donc pour recontextualiser, Storj c'est une startup qui permet de faire du stockage décentralisé et ils ont un système de rémunération en token, donc le Storj token qui en fait, alors ce que Storj permet, c'est un stockage décentralisé et sécurisé à plusieurs endroits en même temps, donc sur l'ensemble des nœuds qui sont en Pologne, au Canada, en Chine, en Arabie Saoudite, en France, etc. Tes données sont à plein d'endroits, donc même si le serveur GCP ou OVH prend feu, et ben en fait, tu es sûr que ta donnée est sauvegardée. Et après, ils ont un système de rémunération en token pour les gens justement qui mettent à disposition des ordinateurs ou des serveurs de stockage. Et moi, en fait, avec un de mes amis qui s'appelle Théophile, on a d'abord mis dans nos chambres plein d'ordinateurs qu'on a récoltés partout pour faire du stockage pour Storage. On s'est rendu compte que ça marchait bien, qu'on commençait à avoir pas mal de nœuds. On avait partitionné la RAM pour en fait doubler le nombre de nœuds possible de stockage. Donc en fait, un ordi était devenu deux ordis de stockage. C'était une petite bidouille qu'on avait faite. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un truc vraiment énorme. On avait 118 serveurs de plusieurs terras de données qui étaient aux quatre coins du monde.
Et ces serveurs-là, donc, stockaient plein d'informations pour storage. Et à la fin, on avait plus de 50 000 nœuds sur la blockchain storage, Énorme. ce qui est énorme, sachant qu'elle devait faire peut-être 120 000 nœuds, quoi. Donc, on a presque atteint les 50%. Notre but n'était pas du tout de prendre le pouvoir et de faire un putsch, quoi. C'était juste d'avoir un maximum de nœuds pour participer un maximum au projet. Et, et à la fin de ça, on s'est arrêté. Pas mal déjà, on n'avait pas trop le temps parce que nous, on faisait des trucs à côté, des études, des stages, etc. Et en plus de ça, on a eu une grosse galère, c'est que on faisait, en fait, chaque nœud avait quelques euros de storage token dessus. Et du coup, pour bouger ces storage tokens, il fallait faire venir un ERC20, le rebouger. Et le problème, c'est que sur tous ces petits comptes, on avait 1, 2, 3, maximum 5 dollars par nœud. Et quand on a commencé le projet, une transaction sur Ethereum, en gas, ça coûtait 1, 2, max 5 centimes, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu une hype sur la blockchain, c'était en fin 2017. Et en plus de ça, il y a eu l'histoire que tu connais sur les les Kitty Kitten, là. En bref, c'était un jeu où on s'envoyait des chats sur le... Et en fait, ça avait augmenté, ça avait fait vraiment augmenter le prix des tokens, le prix des gaz, pardon. Et on s'est retrouvé en fait avec des prix des gaz qui étaient plus élevés que la valeur en token qu'on avait sur ce nœud. Donc si on avait 1 dollar et que le gaz était 1 dollar, bah, on perdait, enfin on était neutre quoi, à faire ça. Et donc même aujourd'hui, j'ai encore peut-être, je ne sais pas, 10 000, 20 000 nœuds qui ont quelques dollars et que je ne peux pas sortir parce que le prix des gaz a trop augmenté par rapport à ce que j'avais anticipé. Donc, c'était une autre histoire qui m'a permis de coder, d'interférer avec la blockchain, les premiers smart contracts, les premiers trucs. Mais financièrement, je ne me suis pas du tout retrouvé. Mais c'était une bonne expérience. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai essayé de participer au développement euh, dans la formation sur la blockchain. En fait, c'est ma logique, c'est qu'il faut créer un écosystème le plus grand possible avec des personnes très différentes, qui ne soient pas uniquement, ou en tout cas à l'époque, que des techs. Et, et donc, c'était d'en parler. Moi, j'étais en école de commerce et du coup, de faire des formations ou des cours en école de commerce là-dessus. Pareil, j'ai été formateur dans des banques où j'ai eu des conférences pour des journaux, des trucs comme ça. Et de se dire, j'ai la chance de parler devant 300 personnes qui ne sont pas du tout un public classique de blockchain. Et peut-être que ces gens-là, à la fin, ont été convaincus de l'utilité du truc, quoi. J'ai voulu faire ça un maximum. J'ai fait ça pendant un an et demi. Et à la fin de ça, j'ai créé un cabinet de conseil en tokenisation qui s'appelle We4SDG, qui aujourd'hui n'existe plus. On a peut-être encore un site web, mais c'est tout. Et We4SDG, c'était un cabinet de conseil qui mettait en place des cryptos dans les banques. Donc, c'est de la token economics. Donc, c'est une entreprise venait nous voir, elle nous disait, j'avais un besoin de rémunération de salariés, de faire une levée de fonds, de faire n'importe quel système économique. Et nous, on modélisait ça. Et après, on trouvait où on développait le token, ou tu vois, le token, le système de blockchain adapté, quoi. Est-ce que c'est un ERC20? Est-ce que c'est du non fongible? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et là-dedans, ça a plutôt bien marché. Ça a même très bien marché. Et j'ai arrêté ça en fait pour créer Finovox, parce qu'en parallèle, je travaillais sur un système décentralisé de comparaison de données interbancaires qui, pour faire très simple, te permet d'éviter de faire deux prêts différents auprès de deux banques, ce qui est interdit. Et sur Ethereum, en fait, on avait développé un truc qui permettait de comparer les informations de façon confidentielle avec du chiffrement. Et voilà, et en fait, ce projet-là, qui était très en lien avec l'antifraude, avec la blockchain, a bien marché. Et donc, je me suis lancé dans l'antifraude. Et aujourd'hui, je ne fais plus du tout de blockchain. Je travaille exclusivement avec de l'intelligence artificielle. Et je recouple, si tu veux, avec le début de ma présentation, quoi. Yes, énorme. Bah, les anecdotes sont quand même assez singulières. Euh, c'est vrai que pas de chance hein, pour l'histoire du storage et de la grosse augmentation des frais de gaz qu'il y a eu avec les cryptocurrencies, je crois, qui font que le retour en arrière et puis pour pouvoir récupérer ces fonds ne devient plus rentable. Malheureusement, c'est comme ça aussi parfois qu'on apprend. Alors du coup, ouais, là, tu arrives sur un logiciel anti-fraude qui va utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire un gros bond
technologique par rapport à ce qui était fait aujourd'hui, de ce que je comprends, qui était quand même fait, énormément à la vue, hein. Regarder, de près, entre des fiches de salaire ou des petites choses comme ça qu'on donne à la banque parce que, voilà, pour remettre un peu dans le contexte, demain aujourd'hui, je veux faire un prêt pour emprunter un demi-million à la banque pour acheter un immeuble, j'en sais rien par exemple. Je vais transmettre, un bon paquet de paperasse à la banque, donc entre autres mes documents d'identité, mes fiches de salaire et autres. Heu, Jusqu'à longtemps, en fait, il n'existait pas de solution pertinente pour pouvoir déceler, les choses qui pouvaient être, en l'occurrence, très bien faites, quoi. Comment l'intelligence artificielle vient répondre à cette problématique-là? Déjà, sur quel était l'écosystème, quelles étaient les solutions qui étaient mises à disposition des acteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, comme tu l'as décrit, il y a plein de documents qui sont demandés dans le cadre d'un prêt, mais dans le cas d'assurance, dans le cas d'une ouverture de ligne téléphonique, et les exemples sont infinis. Euh, En fait, il y avait des sociétés de KYC qui existent toujours, hein, qui sont très pertinentes, très efficaces sur les documents d'identité. Donc, ta carte d'identité, ton passeport, ton titre de séjour, on saura le vérifier. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 99% des autres documents qui transitent? Les factures, les fiches de paye, les cabis, les déclarations de revenus, les déclarations d'impôts, etc. Tous ces documents qui sont non normés, sur lesquels on n'a pas de méthode de vérification, on vérifie à l'œil nu, quoi. C'est toi ou moi qui regarde le document, qui se dit est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça va bien, est-ce que la personne me plaît, je ne sais pas sur quoi on se base, mais ce n'est pas du tout efficace et ce n'est pas automatisé, donc ça prend du temps de vérifier ce genre d'infos. Donc ça, c'est le truc de base. Et c'est là-dessus que nous, on a souhaité intervenir et apporter justement des technologies d'IA, parce que l'IA a énormément d'avantages, comme de pouvoir traiter des informations complexes que l'humain ne pourrait pas faire, et de façon automatisée, quoi. Est-ce que Et tu peux remettre, si je peux me permettre, remettre dans le contexte, concrètement ce que c'est que l'intelligence artificielle? À quoi ça correspond? en fait, si tu prends un programme classique, tu vas euh, mettre des éléments en entrée, toi-même définir un système de règles qui va te donner un output. L'intelligence artificielle, c'est un système inverse. Tu vas avoir des données en entrée, tu vas avoir des données en sortie, et c'est elle-même qui va trouver les systèmes de règles justement à mettre en place. Donc, dans le cas de l'antifraude, les mécanismes avant, c'était de se dire si je vois que les couleurs ne sont pas les bonnes, alors je dis que c'est un faux document ou qu'à tel endroit ça a été retouché. Mais ça ne marchait pas du tout, c'était impossible à développer, quoi. Alors que nous, on fait un mécanisme inverse et on dit ça, c'est un vrai document, ça, c'est un faux document. Ça, c'est un vrai. Et on nourrit l'intelligence artificielle de centaines de milliers de documents. Et à la fin, elle trouve elle-même les règles en se basant sur des micro-variations de pixels, sur des espacements entre des caractères, sur des trucs hyper pointus qu'en fait, on n'aura jamais trouvé par des systèmes de règles. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à falsifier, de manière professionnelle un document, typiquement, je sais pas, un bulletin de salaire, ou une fiche d'impôt, si je le fais de très, très bien, l'IA, elle arrivera à voir la différence? Ouais, tout à fait, ouais. En fait, elle arrive à la voir parce qu'on va analyser l'ensemble des structures informatiques documents. C'est de se dire qu'en fait, quand tu envoies un document en pièce jointe ou sur une plateforme, bah derrière, c'est du code. C'est du binaire qui est transformé en hexa, en d'autres éléments. Et dans ces éléments de code qui sont complètement illisibles à l'œil nu, il y a des triggers comme quoi bah, on voit qu'il y a un carré blanc sur lequel on a réécrit quelque chose. On voit bah, typiquement, ça, c'est un document qui sort de Photoshop. Tu peux ressortir en fait plein d'éléments pertinents. Et en plus de ça, tu le combines avec une analyse visuelle du document où tu arrives à voir bah là, les espacements entre les caractères, ce n'est pas les bons. Si tu as rajouté un zéro sur ta fiche de paye, le zéro ne sera peut-être pas exactement la même police, la même couleur. Et tout ça, en fait, l'IA, avec des serveurs ultra puissants, on a des serveurs qui font plus de 1000 gigas de RAM. Il faut vraiment une puissance de calcul énormissime. Mais avec ça, et en combinant l'état de l'art actuel, tu arrives à déceler un maximum de fraude. Et pour donner quelques stats, euh, nous, on a 82% de détection. Donc, s'il y a 100 faux documents qui sont analysés par Finevox, on va détecter 82. Et c'est à peu près le maximum qui est permis aujourd'hui par la technologie. D'accord, et puis plus l'IA va se complexifier, va de va enfin, va de développer de nouvelles solutions, plus on arrivera
idéalement arriver sur du 100%. En fait, ce qui est fou quand même, c'est que pour avoir fait un prêt bancaire pour acheter un appartement, c'est que, bon, effectivement, tous les documents d'identité, on peut vérifier que tu es bien citoyen français, que tu habites à tel endroit ou autre. Mais derrière, en fait, l'arbitrage et l'accord du prêt avec le taux, avec les conditions que tu vas pouvoir négocier, sont basés globalement souvent sur ton statut CDI, CDD et ton salaire. Et ça, en fait, aujourd'hui, pendant longtemps, alors après, évidemment, la personne qui le fait, et ça, j'encourage personne à le faire, évidemment, c'est prendre des gros risques, mais c'était des choses qui étaient tout à fait possibles. Aujourd'hui, du coup, qui sont vos clients par rapport à ce type de nouvelles techno? Eh bien, ce sont toutes les entreprises qui, d'un point de vue global, vont baser leur modèle sur des documents. Et c'est vraiment très large, hein. Donc, dans le secteur financier, tu vas avoir le crédit, la facturage, l'assurance. Si tu sors du secteur financier, pour trouver un appartement à Paris, tu vas fournir certains documents. Pour trouver un travail, que ce soit en intérim ou pour les pôles RH, tu dois fournir certains documents. Quand un grutier qui doit avoir des certifications de grutier sur un chantier fait des falsifications sur ses résultats ou ses aptitudes à être grutier, bah, c'est très grave, quoi. Et aujourd'hui, en fait, tu n'as pas d'outils pour gérer ça. Ça, c'est déjà tout l'univers privé, donc des entreprises. Mais si tu vas aussi dans le public, les CAF, les URSSAF, Pôle emploi, les douanes, la police subissent aussi énormément de fraude documentaire. Ouais, fort bon, quand je vois la CAF, enfin, bon, pour pas nommer, hein, mais où on en est encore à l'échange de courrier postal papier, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est bon, voilà, c'est pour mettre aussi un petit peu les choses en perspective, quoi. Étonnamment, même à la CAF, parce que je l'ai été au début de Finovox, j'étais à la CAF, et en fait, même à la CAF, tu fais tout de façon digitale. C'est pour ça que aussi les boîtes se sont très vite digitalisées et elles n'ont pas forcément développé les outils en face pour lutter contre ça. Parce que la digitalisation, c'est du coup, il faut financer plus rapidement, on demande beaucoup plus de documents, on a moins de contact physique, donc on a peut-être plus tendance à frauder. C'est plus facile, entre guillemets, de frauder quand on fait une demande de crédit à distance que quand on est en face de son ou sa conseiller bancaire, quoi. Euh, donc, en fait, la digitalisation, étonnamment, a clairement accéléré les fraudes. Et aujourd'hui, moi, je te donne à toi, mais même à n'importe qui, un ordinateur. Tu sauras, avec ta méthode, chacun la sienne, modifier, trafiquer un élément. Certains vont utiliser Word, d'autres vont utiliser Photoshop, d'autres vont imprimer, rescanner des trucs. Chacun va faire son truc. Mais in fine, tout le monde sait cacher, modifier un élément. Et c'est pour ça que tu as une étude du Lynx qui disait que 20% des gens affirment avoir déjà fraudé à l'assurance. C'est énorme. Et ça, c'était en C'est énorme. 2021. Énorme. Ils ont fait exactement le même sondage un an avant, en 2020. C'était 11% des gens. On est passé de Putain. 11 à 20% d'une année sur l'autre. Ouais, c'est énorme. Alors moi, je voudrais t'emmener un petit peu sur de la perspective par rapport à ce que la blockchain permet en termes de certification, sous réserve qu'effectivement ces documents-là, en l'occurrence une fiche de paye qui arrive et qui soit délivrée sur la blockchain, puisse être entièrement certifiée, immuable, donc on ne puisse pas changer de manière transparente. Ça, c'est des choses qui permettront de vérifier un peu ces systèmes d'antifraude. Mais là, aujourd'hui, l'IA, ce qu'elle permet de faire, c'est avec des documents qui existent déjà et qui, évidemment, ne sont pas sur la blockchain, permet de faire le chemin un petit peu inverse. Est-ce que tu vois des synergies qui peuvent être faites entre l'intelligence artificielle et la blockchain? Est-ce qu'il y a il y a un tunnel sur lequel ils vont pouvoir se rejoindre et justement s'apporter l'un l'autre? Oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nous, on ne travaille pas spécialement avec des blockchains parce que ce n'est pas encore opportun, mais je pense que dans le futur, ça peut arriver. Comme tu le disais, nous, en fait, on va détecter qu'un document est faux, alors que la blockchain permettrait de garantir qu'un document est vrai. Donc forcément, il va se passer des choses, les informations pourront se recroiser à un moment. Après, que ce soit sur une blockchain ou que ce soit sur un système sécurisé de stockage, ce que je veux dire, c'est de garantir une information. Ça peut être, clairement, ça peut être en bonne voie. Il y a déjà quelques sociétés qui commencent à travailler là-dessus et d'autres qui sont un peu plus abouties sur les diplômes, par exemple, je pense. Il y a une société qui s'est créée sur les justificatifs de domicile
À mes yeux, ces solutions-là ne sont pas très scalables. Donc, il faut qu'elles gagnent un peu plus en maturité, dans le sens où si nous, on faisait ça et qu'on allait signer les justificatifs de domicile de EDF, de Orange et de Free, si un de mes clients m'envoie un justificatif de domicile de SFR ou de Plume Énergie ou de ERDF, etc., bah, je ne saurais pas le gérer. C'est un petit peu la limite de ça. Donc, j'ai hâte de voir en fait les ponts qu'il va y avoir entre ces deux technos. Ouais, ouais, ouais. Pour terminer, est-ce que tu pourrais, alors pas forcément par rapport à l'application sur la fraude fiscale, mais plus sur des enjeux d'intelligence artificielle globale, quels vont être les vrais enjeux de l'intelligence artificielle sur les 2, 3, 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a vraiment des gros trucs qu'on attend en termes d'avancées ou de problèmes qu'il faut lever? Il y en a pas mal. Alors déjà sur les avancées, c'est un secteur qui bouge énormément. Moi, je suis constamment bluffé par ce qui se fait. Et notre solution, par exemple, aurait été impossible à développer il y a 2 ans. Parce que ça a tellement évolué que... Et je sais aussi que dans 2 ans, il faudra continuer à actualiser ce qu'on fait parce que sinon, on sera juste démodé et plus efficient. Ça va à une vitesse phénoménale et la recherche là-dessus pousse vraiment en avant. Et notamment en France, on est quand même assez avancé sur les sujets mathématiques et donc d'IA, ce qui est une très bonne chose. Et en fait, les questions que ça va poser à plus long terme, c'est les questions que tout le monde se pose évidemment sur l'éthique, sur jusqu'où pourra aller l'IA. Et quand on voit les puissances, en fait, quand on voit le pouvoir que peuvent générer certaines IA, on se dit que dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faudra forcément que les gens qui la manipulent, qui les créent, soient bienveillants. Nous, on voit déjà à notre petit niveau qu'il y a des solutions qui permettent de créer des faux documents qui sont hyper bien faits et qui sont plus vrais que nature. Si l'IA vient se mêler à ça, on va se retrouver avec des jeux où ce sera l'IA de Finovox versus l'IA de fraudeur et ce sera un combat permanent, quoi. Donc voilà, c'est un peu les limites. On avait prédit dès le début que ce serait un peu Terminator, ça n'a pas du tout été le cas, mais il faut quand même toujours garder un œil là-dessus, je pense. Ouais, parce que ça évolue à une vitesse assez. Enfin, c'est fou hein, en termes d'IA, que ça soit enfin, même blockchain ou IA. Et comme tu dis, les dangers qu'on peut avoir dans 10 ans avec la vitesse à laquelle ça évolue, c'est forcément des questions qu'il faut arriver à se poser dès aujourd'hui, quoi. Hein, parce que c'est pas le jour où ça arrive qu'il faut arriver avec des grosses décisions, de la régulation qui a beaucoup d'inertie hein, dans la mise en place. Donc voilà. Ok, on arrive sur la fin de l'interview. Marc, je te remercie pour ton temps et ton partage. Merci Pierre.